Bon, je pense qu'on va commencer et s'il y a des retardataires, ils vont nous rejoindre un peu plus tard. Alors, bonsoir à tous et merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour cette présentation sur la gestion de la fatigue. J'ai le plaisir de vous présenter Annie Petorelli. Merci Annie d'être avec nous ce soir et de passer cette heure avec nous. Annie est une ergothérapeute qui travaille au Centre Ségal à l'Hôpital général juif à Montréal. Elle voit des clients en clinique externe qui subissent des changements fonctionnels à la suite de leur cancer ou des traitements contre le cancer. Son rôle en réadaptation en oncologie est de soutenir la participation à la vie, que ce soit par les activités quotidiennes, les activités domestiques, le repos et le sommeil, l'éducation et le travail ou les loisirs et à la participation sociale. Alors, Annie, je te laisse la parole. À toi. Merci Reynuma. Bienvenue au Mieux gérer la fatigue liée au cancer. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Merci aussi à Cancer de l'Ovaire Canada pour cette opportunité et à Reynuma Kamal pour avoir organisé cet événement et aussi à Brittany d'être avec nous ce soir. Alors, j'aimerais que cet webinaire soit aussi interactif que possible. Alors, je sais que vous ne pouvez pas parler, mais si vous avez des questions, à tout moment, utilisez la fonction lever la main ou envoyer un petit chat et on va répondre aux questions. Et nous, moi, je ne sais pas si je peux voir le chat, mais s'il y a des choses qui viennent, vous pouvez me laisser. Oui, je te fais signe, je vais gérer le côté questions. Et c'est ça, donc à tout moment, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les indiquer dans le chat. Il y a aussi une fonction questions-réponses si vous êtes à l'aise de l'utiliser. Et aussi, une petite parenthèse, la session sera enregistrée. Donc, la présentation sera disponible à partir de demain sur notre site Internet et sur YouTube. Alors, s'il y a des parties que vous avez manquées, quoi que ce soit, là, vous pouvez toujours aller visionner la présentation à nouveau. Je peux aussi partager les notes sur la présentation au besoin. Alors, j'essaie d'avancer les... OK, là-bas. Alors, comme Rémi m'a dit, je m'appelle Annie Petorelli. Je travaille à l'Hôpital général juif avec les patients atteints du cancer suite à leur cancer et des traitements contre le cancer. Quelques de ces notes sont adaptées du travail de Kyla Johnson, une de mes collègues. Alors, merci Kyla pour la collaboration. Alors, ce soir, on va bien discuter la fatigue liée au cancer. On va parler un peu de la définition, la présentation des symptômes. Je vais vous présenter une façon de penser de votre énergie qui est appelée la théorie des cuillères. Et on va discuter les traitements pour mieux gérer votre énergie. Alors, juste avant de commencer, on va faire un petit sondage. Les résultats sont anonymes. Alors, si vous pouvez juste penser, réfléchir un peu sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous sentez-vous fatigué aujourd'hui? Alors, 1 sera pas de fatigue, 10 sera la pire fatigue possible. Annie, est-ce que tu vois les réponses? Non, je vois les questions, mais pas les réponses. OK, moi, je vois les réponses. Je vais attendre quelques secondes. Ensuite, je vais finir la question. Peut-être à ce moment-là, tu pourras voir les réponses. Probablement. Alors, je vous laisse encore 30 secondes pour y penser. Parfait. OK. Et là, je partage les résultats. Est-ce que tu les vois, Annie? Oui, oui. OK. Je pense que tout le monde voit. Je pense que oui. Ouais. Alors, merci pour vos réponses. Alors, on voit des réponses à 3 jusqu'à 8. Alors, nous voyons donc que la plupart d'entre vous a bien sûr une fatigue importante, au moins aujourd'hui. Alors, merci pour toutes les réponses. On peut fermer. Est-ce que je vais essayer? Okay.
Alors, la fatigue liée au cancer, la définition donnée de National Comprehensive Cancer Network, c'est que la fatigue liée au cancer est une sensation de fatigue pénible, persistante et subjective liée au cancer ou au traitement du cancer qui interfère avec le fonctionnement habituel. Okay. C'est l'un des symptômes les plus pénibles chez les personnes atteintes de cancer. C'est l'un des symptômes les plus courants. Alors, c'est présent en 59% jusqu'à 100% des personnes atteintes du cancer. Et c'est signalé à partir du moment du diagnostic jusqu'au traitement et des fois, pas toujours, mais des fois pendant des années, même après le traitement. Okay. Et la fatigue peut être une fatigue physique, émotionnelle et ou cognitive. Alors, si on parle de la présentation des symptômes physiques, c'est bien sûr la faiblesse, une sensation d'être épuisé qui dure dans le temps, une sensation de ne pas pouvoir supporter l'effort, un manque d'énergie importante. Ça peut être une lourdeur dans les bras et les jambes. Il y a un impact aussi sur l'affection, l'humeur. Ça peut venir avec une dépression, l'anxiété, irritabilité aussi. Ça a un impact sur la motivation. Alors, bien sûr, il y a une difficulté à faire les activités quotidiennes à cause de les symptômes physiques, soit s'habiller, se laver, faire la vaisselle, mais un manque d'initiative, les activités qui seront normalement des petites tâches routinières peut ressembler à comme des grands obstacles à cause d'un manque d'initiative aussi. Alors, il y a aussi des symptômes cognitifs, des petites pertes de mémoire, une baisse de concentration. Et la fatigue a un grand impact sur les interactions sociales. Alors, une capacité réduite à entretenir des relations sociales. On voit ça assez souvent aussi. La fatigue liée au cancer et à ses traitements est différente de la fatigue due à un manque de sommeil ou une activité intense. C'est une fatigue qui dure dans le temps, c'est non proportionnel à l'activité récente. Alors, c'est présent avec ou sans activité. Ce n'est pas nécessairement soulagé par le repos ni le sommeil. Et c'est presque comme une condition invisible. Alors, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez nécessairement voir physiquement. Ça nécessite un auto-rapport. Alors, c'est pour ça que parfois, c'est difficile pour les autres de comprendre ce que vous vivez aussi. Alors, c'est très important de mentionner encore que cette fatigue interfère avec le fonctionnement habituel. Alors, elle peut nuire aux activités de votre vie quotidienne. Ça, c'est une sous-section d'un questionnaire d'auto-évaluation où les participants sont invités à réfléchir à leur niveau de fatigue et à son impact sur la vie quotidienne. Alors, ce n'est pas très clair, mais ça demande aux participants de penser aux dernières 24 heures et de décrire le mieux la gêne causée par la fatigue sur les activités en général, sur votre humeur, votre capacité à marcher, votre travail habituel, soit le travail à l'extérieur de la maison et les travaux domestiques, les relations avec les autres et votre joie de vivre. Alors, c'est une autre échelle, 0 à 10, 0 pas de gêne du tout, 10 gêne totale. Et c'est juste une petite auto-évaluation pour juste penser un peu l'impact sur la vie quotidienne que la fatigue a. Annie, il y a quelqu'un qui pose la question d'expliquer ce que ça veut dire un auto-rapport. Peut-être que ce serait le moment d'aller un peu plus en détail. Oui, c'est pas une évaluation qui est faite par un professionnel de la santé. C'est vraiment vous qui faites le questionnaire. C'est un questionnaire que vous répondre aux les questions vous-même. Alors, c'est selon vous, qu'est-ce que vous pensez? Merci. Okay, merci. OK. Alors, la fatigue liée au cancer, on voit dans la littérature que c'est associé à une qualité de vie inférieure.
C'est aussi lié à un handicap important et à une perte d'autonomie. Ça, c'est pendant et après les traitements. Et on voit ça dans des multiples domaines. Alors, physiquement, socialement, économique et spirituel aussi. Mais heureusement, il y a plusieurs façons de réduire la fatigue liée au cancer et de se sentir mieux. Alors, c'est quoi les causes de la fatigue liée au cancer? Bien sûr, le cancer lui-même a un grand impact sur la fatigue, à la fois physique et psychologique, mais aussi les traitements, la chimiothérapie, radiothérapie, thérapie hormonale, immunothérapie, les chirurgies et des autres causes aussi, telles que les comorbidités et leurs traitements. Il existe des facteurs modifiables qui peuvent contribuer à la fatigue, mais qui peuvent également être ajustés pour améliorer la fatigue. Alors, des choses comme la déshydratation, une diminution de la nutrition, les effets secondaires des médicaments, une anémie, la dépression, l'anxiété, la nausée, un trouble de sommeil, ça c'est très courant chez les personnes atteintes du cancer et bien sûr lorsque nous ne dormons pas bien, nous nous sentons plus fatigués, c'est normal aussi, mais le trouble de sommeil est présent dans 25 à 49% des cas chez les personnes atteintes du cancer. Les autres facteurs modifiables sont l'hypothyroïdie, avoir une fièvre, l'infection, la douleur et un déconditionnement. Donc, beaucoup de choses peuvent avoir un impact sur la fatigue liée au cancer. Alors, les patientes ne signalent pas souvent la fatigue liée au cancer. Il y a peut-être une perception qu'il n'a rien à faire. Certaines personnes ne réalisent pas l'importance de parler à un professionnel de la santé de leur fatigue parce qu'elles pensent, OK, bien, j'ai un cancer, c'est normal que je suis fatiguée, c'est normal qu'il y a un impact dans la vie quotidienne. Mais des fois, la fatigue liée au cancer est invalidée par le cancer. Le cancer est placé au sommet des soins. Et c'est la chose la plus importante. La tumeur grossit-elle? Les marqueurs du cancer diminuent-ils? Répondez-vous bien au traitement? C'est quoi les résultats de les scans? Et c'est important, mais ça invalidait un peu la fatigue et les autres symptômes secondaires liés avec le cancer. Il existe un conflit aussi entre la propre conceptualisation de la fatigue liée au cancer par les patientes et celle de la famille, les amis, des professionnels de la santé. Et ça, c'est un obstacle à un dialogue ouvert. Alors, ça peut aussi contribuer à des sentiments d'isolement, de désengagement dans les activités sociales. Alors, quand devrait-on parler à les médecins ou à l'infirmière? Alors, c'est la même échelle qu'on a vue tantôt, 1 à 10. 10, c'est la pire fatigue possible. Alors, dès que vous avez une fatigue 4 ou plus, et si on pense à aujourd'hui avec le sondage, c'est beaucoup d'entre vous qui a une fatigue maintenant plus que 4. Alors, ça, c'est le moment où on peut parler avec notre équipe de soins pour voir est-ce qu'il y a des choses à faire. Alors, encore, c'est important de discuter avec votre médecin puisque certains traitements médicaux pourraient vous aider. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut traiter les facteurs modifiables qu'on a juste parlé. Il peut examiner les médicaments. Alors, il y a certains médicaments qui peut-être ont des mauvais effets secondaires pour vous et peuvent être modifiés pour d'autres médicaments. Alors, le médecin peut évaluer ça et faire des changements au besoin. Il peut aussi réviser votre niveau d'activité et évaluer la nutrition et faire des références à d'autres professionnels de la santé au besoin. Alors, comment est-ce qu'on communique notre fatigue à l'équipe de soins? Alors,
c'est pas toujours facile parce qu'il y a aucun test laboratoire ou radiographie qui peut diagnostiquer ou montrer votre niveau de fatigue. Alors, la meilleure mesure de la fatigue provient de la façon dont vous décrivez votre niveau de fatigue à votre équipe de soins. Alors, vous pouvez décrire votre niveau de fatigue comme avec l'échelle qu'on a utilisée, 1 à 10. C'est bien de mettre un numéro associé avec la fatigue aussi. Les médecins aiment ça. Mais vous pouvez aussi penser à des questions. Alors, quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce pire? Combien de temps cela dure-t-il? Est-ce qu'il y a des choses qui améliorent votre fatigue? Et très importante, comment cela affecte-t-il votre vie quotidienne? Alors, vous pouvez encore penser à les questions ici. Est-ce qu'il y a un impact sur votre vie quotidienne? C'est ça, si oui, c'est ça, il existe un problème. Il y a un problème si on a numéro 4 ou plus sur l'échelle, mais vraiment s'il y a un impact sur votre vie quotidienne, c'est important de le mentionner. Et vous pouvez aussi tenir un journal pendant une semaine, juste pour noter vos activités régulières et votre niveau de fatigue pour mieux comprendre votre fatigue et aussi en préparation pour votre discussion avec votre équipe. Alors, on va changer, on va parler un peu de les cuillères, mais est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence? Non, à date, il n'y a aucune question. Mais il y a une personne qui a écrit un commentaire. Si tu m'avais demandé pour les 2 derniers jours, ça aurait été 1. Je trouvais ça intéressant parce que justement, le niveau de fatigue peut varier d'une journée à l'autre. Donc, je voulais juste mentionner ce commentaire. Merci pour partager. Et c'est ça aussi, c'est pas toujours, c'est encore plus difficile de gérer parce que ça fluctue aussi beaucoup. Okay. Alors, on va parler des théories des cuillères. Alors, ça, c'est une théorie de, peut-être, c'était fait par Christine Miserando pour décrire la fatigue liée avec des conditions de maladie chronique. Alors, je pense qu'elle vit avec le lupus et elle avait de la misère à gérer l'énergie, mais aussi parler avec la fatigue qu'elle avait avec son entourage, c'était très difficile. Alors, avec cette théorie, elle a développé ça pour que ça peut être utile pour mieux vous aider à comprendre vos limites énergétiques et également les expliquer aux personnes qui vous entourent. Alors, je trouve que ça, c'est très relevant aussi chez les personnes atteintes de cancer. Cela peut également vous aider à apprendre à mieux gérer votre énergie. Alors, votre énergie peut être représentée par des cuillères. Si vous avez un nombre limité de cuillères par jour, par exemple, elle utilise 12 cuillères d'énergie par jour. Comment les utilisez-vous? Alors, il faudra donc peut-être 1 cuillère d'énergie juste pour sortir du lit, pour s'habiller. Il peut en prendre 2 pour prendre une douche, lire, 3 pour préparer et manger un repas, conduire quelque part, 4 pour aller au travail, faire du shopping ou faire de l'exercice. Alors, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont commencer avec plus de cuillères dans leur réservoir et le nombre de cuillères associées à les activités, ça peut être différent personne à personne aussi. Alors, de plus, si vous n'avez pas bien dormi ou bien mangé, vous avez moins de cuillères d'énergie dans votre réservoir. Alors, c'est juste une façon d'essayer de comprendre vos limites d'énergie. Et si vous dépassez vos limites d'énergie, vous risquez que vous vous sentez plus fatigué le lendemain, de sorte que vous n'avez pas assez de cuillères d'énergie pour continuer la semaine. Alors, comment économiser des cuillères? Comment lutter contre la fatigue? C'est en comprenant comment gérer la fatigue liée au cancer que vous pourrez améliorer votre bien-être physique et émotionnel et votre qualité de vie.
Alors, il faut commencer par identifier les énergisants et les draineurs. Okay? Ça, c'est une autre échelle, c'est un peu différente. Mais il y a certaines activités qui vous donnent de l'énergie. Elles vous font vous sentir plus énergique et il y en a d'autres qui drainent votre énergie et vous font sentir plus de fatigue. C'est donc, comme j'ai dit, une échelle un peu différente, mais c'est la même idée. Alors, vous pouvez penser aux activités que vous faites chaque jour et réfléchissez pour savoir quelles activités sont des énergisantes. Ici, les énergisants sont en vert. Et quels sont des draineurs? Draineurs, ici, les activités qui causent une fatigue modérée sont en jaune et les activités qui causent la fatigue sévère sont en rouge. Alors, rouge, c'est les draineurs, jaune aussi un peu des draineurs. Alors, il est donc normal que même les activités qui sont des énergisants causent un peu de la fatigue, car vous effectuez toujours une activité, vous utilisez toujours une cuillère ou deux, mais cette fatigue, si présente, est une fatigue plus légère. D'autres activités tomberont au milieu et causent une fatigue modérée, puis il y aura les activités qui causent une fatigue sévère. Alors, ce sont vraiment les draineurs. OK? Et juste prenez quelques minutes pour essayer d'identifier quelques énergisants et quelques draineurs dans vos vies quotidiennes. Alors, vous pouvez utiliser le chat et même un énergisant, un draineur si vous voulez partager avec nous. En attendant que le monde partage, j'aimerais juste lire un autre commentaire d'une personne ici. Le monde en général ne comprenne pas notre sorte de fatigue. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de personnes dans l'entourage qui ne sont pas sensibilisées à ce type de fatigue. Oui, on ne voit pas, c'est pas quelque chose avec le perte de cheveux, avec la chimiothérapie, un manque de poids, c'est des symptômes, c'est des choses qu'on voit. La fatigue est toujours là, mais c'est pas facile des fois à les autres de comprendre, même les médecins, même l'équipe les professionnels de la santé. Alors, c'est vraiment, il faut vraiment parler si vous avez beaucoup de fatigue. C'est important de le parler et être au courant de votre situation actuelle. Mais oui, c'est pas toujours facile pour les autres autour de nous de comprendre la fatigue. Alors, on a quelques messages. Alors, je vais te les lire. Il y a quelqu'un qui parle de la marche, comme quoi c'est une activité énergisante. Il y a quelqu'un d'autre qui mentionne la randonnée en raquette, qui lui donne beaucoup d'énergie. Faire l'épicerie, fatigue modérée. Aller prendre une marche me donne de l'énergie et quand je mange bien, dès que je mange plus gras ou sucré, je me sens vite fatiguée, comme si mon système était plus au ralenti. Ouais. On a aussi quelqu'un qui dit juste regarder la télévision, émission stressante et négative comparée à regarder un film léger et comique. Les événements sociaux sont maintenant un draineur pour moi, même si j'aime ça. Oui. OK, merci. Oui, c'est ça, en effet, c'est ça. L'activité physique, une bonne alimentation, ça vous donne d'énergie. Les situations stressantes, les situations sociales aussi, ça peut être des draineurs, c'est sûr. Oui, il y a quelqu'un qui mentionne le ménage de la maison me fatigue et moi qui aime nettoyer. Oui, c'est ça. Alors, des autres exemples de draineurs sont préparer un repas, nettoyer la maison, disputes, toutes ces choses-là. Et des exemples énergisants sont marcher avec un ami, prendre un café avec notre conjoint, écouter la musique relaxante, peut-être jardiner, passer du temps avec nos animaux, des choses qui vous donnent de l'énergie. Alors, une fois que vous avez identifié les activités qui sont des énergisants et des draineurs, vous pouvez regarder vos activités quotidiennes sur un calendrier ou un agenda et voir si vous en faites trop.
Alors, avez-vous vos journées remplies des activités qui sont des draineurs? Des fois, on n'a pas de choix de faire certains draineurs, préparer un repas, nettoyer la maison. Des fois, c'est des tâches qu'on doit faire, mais limiter autant que possible les grands draineurs. Et comme ça, si vous voyez les activités au cours d'une semaine, vous pouvez planifier et alterner vos activités qui causent une fatigue modérée et sévère avec les autres qui causent une fatigue plus légère, de sorte que vous ne faites pas en une seule fois des activités trop exigeantes en termes d'énergie. Alors, si on voit cet exemple ici, le mardi, c'est plein avec le vert et un peu de jaune, alors les activités très énergisantes. Et le lendemain, sur le mercredi, il y avait beaucoup de draineurs. Alors, peut-être que cela aurait pu être mieux planifié pour alterner les énergisants et les draineurs pour éviter une fatigue. Bien sûr, le mercredi, le jeudi, il y avait beaucoup de fatigue après ces tâches-là. Alors, c'est ça, c'est de planifier et organiser. Alors, il faut alterner les tâches qui demandent beaucoup d'énergie avec celles qui en demandent moins. Planifier les activités quotidiennes et durant la semaine aussi pour mieux alterner les tâches. Déléguer autant que possible. Alors, cela vous aide à accomplir vos tâches et aussi à ceux qui veulent aider se sentent utiles aussi. Et des fois, juste pour planifier, c'est un grand investissement d'énergie, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous devrez faire pour longtemps. Ça peut être faire juste au début quand vous commencez à mieux comprendre et gérer votre énergie, parce que ça peut avoir des effets positifs à long terme. Alors, avec le temps, vous arriverez à mieux comprendre votre capacité d'énergie et ce niveau de planification pourrait ne pas être nécessaire tout le temps. Okay? On peut éliminer les étapes ou les tâches qui ne sont pas essentielles. Donc, laisser tremper la vaisselle avant de la laver et la laisser sécher à l'air libre. Manger des repas préparés si vous avez cette option. Popote roulante, service de traiteur, repas congelés. Cuisiner quand on a un peu plus d'énergie et congeler des portions individuelles. Faire livrer la commande d'épicerie. Combiner les tâches ou les courses. Alors, si vous allez aussi seul pour chercher quelque chose, pensez à ce dont vous avez besoin plus tard, de sorte que vous ne descendez qu'une seule fois. Vous pouvez organiser aussi votre domicile de manière à ce que la plupart des activités puissent être effectuées sur un seul étage. Gardez à portée de la main tout ce dont vous avez besoin. Alors, si vous êtes vraiment fatigué, c'est après un traitement, votre bouteille d'eau, une petite collation, votre cellulaire, toutes ces choses peuvent être proches de vous. Organisez-vous à l'avance pour ne pas avoir à vous précipiter trop. Okay. Doser les activités. Alors, encore une fois, alterner le repos et l'activité. Alors, arrêtez-vous pour vous reposer avant de vous fatiguer. Si vous vous sentez fatigué, c'est un peu trop tard. Vous avez trop poussé. Il faut planifier pour les repos avant que la fatigue, ça vienne trop. Essayez d'éviter les poussées d'activité. Cela peut drainer de l'énergie. Alors, même si vous devrez arrêter au milieu d'une tâche pour un petit repos, c'est pas grand, c'est pas grave. Vous pouvez diviser les tâches en étapes et se reposer entre chacune d'elles. Par exemple, couper d'avance les légumes pour le souper pour se reposer avant la cuisson. Doser les activités, les bons comme les mauvais jours. Alors, ce n'est pas parce que vous avez un jour que vous vous sentez très bien que vous devez faire trop et avoir une poussée d'activité parce que probablement la fatigue, ça va s'en vient avec le temps. Alors, essayez aussi de doser les activités, même les jours que vous vous sentez mieux et développer une routine pour éviter de faire trop.
faire aussi attention à votre positionnement. Alors, la posture et mécanique corporelle. Alors, tenez vos doigts, se pencher comme ça oblige notre corps à travailler plus fort pour soutenir la position. Alors, si quelque chose tombe par terre, pliez à les hanches et les genoux, pas dans le dos. Vous pouvez aussi pousser et tirer plutôt que soulever des choses. Faites glisser des objets sur le long d'un comptoir et tenez-vous près des objets que vous souhaitez déplacer. Alors, on ne prend pas les objets ici, loin de notre corps, mais ici, si on doit soulever quelque chose, c'est proche de nous. Okay. Utilisez les aides techniques et l'équipement adapté. Même si vous êtes capable de faire sans les aides, les équipements adaptés peuvent économiser de l'énergie. Alors, prenez une canne, si vous sentez très faible, une marchette, utilisez la rampe au lieu de les escaliers, les barres d'appui, installez une petite chaise de douche ou un banc de bain pour la douche, les petits trucs comme ça. Vous pouvez s'asseoir au lieu de rester debout pour certaines tâches. Par exemple, asseyez-vous pour hacher les légumes, plier le linge. Ça vous permet de conserver un peu d'énergie. Portez un sac banane, une veste ou une pelle avec des poches pour transporter des petits objets. La priorisation. Alors, concentrez-vous sur les choses que vous aimez faire et vraiment soyez réaliste avec vous-même. Ça prend, c'est un grand effort sur le corps, avoir un cancer et durer les traitements. Alors, il faut des fois ajuster vos attentes. Vous ne pourrez peut-être pas faire tout ce que vous pouviez avant le diagnostic et le traitement, c'est correct. Alors, vous devrez être réaliste avec vous-même. Et on a plusieurs choses à faire avec une énergie très limitée des fois, mais assurez-vous de vous engager dans au moins une activité agréable tous les jours. C'est très important. Le travail, certaines d'entre vous sont peut-être actuellement en congé de travail, mais peut-être il y a certaines qui sont toujours au travail ou qui vont retourner à un moment. Alors, planifiez votre travail en fonction de vos meilleurs moments de la journée, si possible. Normalement, on n'a plus d'énergie les matins. Alors, si vous avez un peu de flexibilité dans votre horaire, vous pouvez planifier ça. Ou même les tâches qui sont plus exigeantes, qui demandent plus d'une concentration, les réunions importantes, vous pouvez planifier pendant le moment de la journée où vous vous sentez mieux. Organiser les centres de travail de manière à ce que l'équipement soit facilement accessible. Alors, les choses que vous utilisez souvent peuvent être proches de vous. Prenez beaucoup de pauses. Alors, des petites pauses où vous regardez hors de l'ordi, mais aussi des pauses en position debout, juste marcher un peu, aller dans une autre pièce, ça fait du bien. Si possible, travailler à temps partiel, réduire votre horaire de travail ou faire le télétravail si possible. C'est toujours recommandé quand vous retournez après un congé de maladie pour considérer avec votre équipe de soins un retour progressif. Ça vous permet de graduellement habituer à le travail et augmenter les heures d'une façon progressive. Alors, ça, c'est quelque chose que vous pouvez parler avec votre médecin. Et ici, j'ai mis un lien pour Cancer and Work. C'est une grande ressource il y a beaucoup d'informations sur les droits, sur les travailleuses, spécifiquement les patientes en oncologie qui retournent au travail ou qui sont hors de travail à cause de la maladie. Et aussi, des fois, avec l'assurance, il y a beaucoup à considérer. Alors, c'est une bonne ressource. Vous pouvez regarder ça pour plus d'informations. OK. On va parler un peu plus des traitements maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, des questions? On peut continuer? Oui, en fait, il y a quelqu'un qui mentionne un commentaire concernant les aides financières qui sont disponibles ou non.
Alors, pour le travail, si j'ai bien compris, il y a Counselor and Work. Sinon, est-ce que tu connais d'autres ressources financières ou ben, en fait des ressources là, qui pourraient guider les patients? Ça dépend si vous avez l'assurance privée. Sinon, c'est plus compliqué. Il y a avec le province, avec le fédéral, il y a une maladie congé pour 15 ou 16 semaines, mais c'est pas plus que ça. Alors, vraiment, si vous n'avez pas l'assurance privée, c'est plus compliqué. Mais avec l'assurance privée, il y a plusieurs options. Si vous êtes sur une disabilité court terme, long terme, il y a beaucoup de support là. Alors, ça dépend de chaque cas individuel, mais si vous avez des inquiétudes, vous pouvez parler avec votre équipe. Aussi, ils peuvent faire une référence à la travailleuse sociale dans votre équipe pour vous donner plus d'informations. Mais s'il y a des questions spécifiquement à votre cas, je vais vous donner mes coordonnées à la fin de la présentation. Vous pouvez me décrire parce que c'est quelque chose qu'on a souvent. C'est des choses avec l'assurance et votre employeur. Alors, je vais vous laisser mes coordonnées à la fin si jamais il y a des autres questions. Merci beaucoup. Alors, historiquement, les cliniciens conseillaient aux patients atteints de cancer de se reposer et d'éviter toute activité. Cependant, de nouvelles recherches, pas assez nouvelles, mais c'était fait en 2010 sur l'exercice, les recherches sur l'exercice ont remis en question la recommandation ancienne. Alors, à cette fin, la littérature sur l'efficacité de l'entraînement physique pendant et après le traitement adjuvant du cancer a été revue pour fournir les lignes directrices. Alors, les chercheurs ont conclu que l'activité physique est sans danger pendant et après les traitements contre le cancer. Alors, il faut éviter l'inactivité. Comme plusieurs de vous avez mentionné, une marche, la raquette, des exercices physiques, ça fait du bien, c'est énergisant. Alors, l'exercice est sécuritaire et a beaucoup d'avantages. Alors, l'activité physique peut diminuer la fatigue et vous donner plus d'énergie, ce qui résulte en des améliorations du fonctionnement physique et de la qualité de vie. Alors, elle peut aussi diminuer d'autres symptômes comme la constipation, l'insomnie et l'anxiété aussi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est recommandé de faire 30 minutes d'activité physique d'une intensité modérée cardiovasculaire la plupart des jours. Alors, ça peut être une marche, un vélo, danser, des tâches ménagères. Si vous pouvez ajouter un renforcement musculaire 3 fois par semaine, c'est idéal. Alors, c'est quoi exactement une intensité modérée? C'est ici, on veut que vous êtes 4 à 6 sur 10. Alors, une respirant fortement, mais pouvant encore tenir une courte conversation. L'exercice devient de plus en plus difficile. Vous ne faites pas une activité trop légère. Si vous sentez que vous pouvez la maintenir très longtemps et poursuivre une conversation complète, ce n'est pas assez intense, mais vous ne voulez pas vous pousser à un niveau d'activité vigoureux non plus, soit là où vous êtes essoufflé et que vous ne pouvez prononcer qu'une phrase, c'est pas ce qu'on veut. Alors vraiment, 4 à 6, c'est quoi? C'est les recommandations. Et vous devrez être capable de le faire pendant 30 minutes, mais ça va être différent pour tout le monde. Alors, pour certaines, ça peut être juste une petite marche lentement pour 30 minutes. Pour les autres, ça va être plus intense. Alors, le niveau et le type d'exercice doivent être adaptés à vous. Faites de l'exercice selon vos capacités. Si vous n'avez pas fait l'activité physique depuis longtemps, allez petit à petit de façon progressive. Commencez juste avec une marche de 5 minutes et après ça, vous pouvez graduellement augmenter.
L'exercice surveillé est recommandé si vous avez d'autres problèmes de la santé, si vous avez beaucoup de fatigue, si votre condition médicale est instable ou vous avez une fragilité. Quand on n'a pas fait de l'exercice, il faut consulter votre médecin ou votre physiothérapeute si vous avez des métastases osseuses, une cachexie, une neutropénie, thrombocytopénie, l'anémie, une fièvre, l'ostéoporose sévère, si vous perdez un manque d'équilibre et des problèmes d'essoufflement. Alors, ce n'est pas à dire que vous ne pouvez pas faire l'exercice si vous êtes dans une de ces situations, mais c'est nécessaire de, premièrement, consulter avec votre médecin. Ici, c'est une autre ressource que j'ai mis, rester actif durant mes traitements contre le cancer. Il y a plus d'informations sur les directives d'activité physique. Et nous avons aussi reçu une question en avance concernant l'activité physique. Alors, merci de nous l'avoir soumise. Mais c'était une question un peu précise, c'était un peu médicalement complexe. Alors, donc, dans ce cas-là, je recommanderais une référence en ergothérapie ou en physiothérapie afin d'évaluer les problèmes et de fournir un programme d'exercice individualisé. Je pense que ça sera le mieux. OK. On va parler un peu de la gestion du stress. Alors, on a, juste pour un petit résumé, on a parlé comment est-ce qu'on peut gérer l'énergie avec la priorisation, le positionnement, penser à les cuillères d'énergie et nos limites. Essayer d'être plus actif physiquement et maintenant mieux gérer le stress. Alors, avoir un cancer est une expérience de vie qui est très stressante. Nous savons que des niveaux de stress plus élevés sont liés avec une plus grande fatigue. Alors, comment gérez-vous le stress dans la vie quotidienne? Si vous voulez partager votre petit truc et comment vous gérez, on va prendre quelques minutes pour laisser. On va laisser quelques minutes aux gens de répondre, mais juste avant, il y a quelqu'un qui pose la question en lien avec l'activité physique. Si je fais des thromboses aux jambes, est-ce que je peux faire de la marche? Normalement, oui, ce n'est pas contre-indiqué. Il y a c'est bénéficiaire de faire la marche normalement, mais encore, c'est une situation où je recommande toujours de parler à votre médecin premièrement. Alors, pour la gestion du stress, on a la méditation en pleine conscience, activité physique. Ce sont des activités qui sont revenues le plus souvent. OK, très bien. Ouais, c'est très bon. Et c'est ça, la méditation, les exercices de respiration, la visualisation, une relaxation musculaire progressive. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé ça. Ça, c'est aussi bon pour gérer le stress. L'activité physique, on sait, du yoga, passer du temps dans la nature, ça, c'est un grand domaine de recherche maintenant en gérer le stress et aussi en général pour le bien-être. Bien dormir, se connecter socialement, parler à des amis, contacter un groupe de soutien, bien manger, réduire la consommation de caféine et prioriser les tâches, faire les listes, toutes ces choses peut aider à mieux gérer le stress. Aussi, faire les activités plaisantes. Encore une fois, essayer de ne pas trop en faire, demander de l'aide aux besoins et éviter les situations. S'il y a des situations qui entraînent du stress ou il faut apporter les changements nécessaires ou éviter ces situations-là.
Et si vous trouvez que vous ressentez de l'anxiété ou vous vous sentez déprimé, discutez avec votre équipe de soins. Au besoin, l'équipe peut vous diriger vers un autre membre de l'équipe pour vous aider. Ici encore, j'ai un autre lien pour plus de ressources, gérer les émotions et l'anxiété et le stress en vivant avec le cancer. Alors, la qualité de sommeil. On a une autre question pour sondage ici. On peut mettre ça. Oui, je le pars tout de suite. C'est correct. Alors, en général, comment évaluez-vous la qualité globale de votre sommeil? Est-ce que c'est très bien, assez mauvais ou très mauvais? Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. OK, allons-y. Tu vois les résultats? Oui. Parfait. OK, donc on a 45% qui disent assez bien, un autre 45% assez mauvais et 9% qui disent très mauvais. Alors, aucun a dit très bien, mais c'est seulement 9 qui est très mauvais. Alors, c'est pas si pire, mais on a des petits changements qu'on peut faire aussi. Et y a-t-il des choses que vous faites et que vous remarquez qui vous aident à mieux dormir? Si encore vous voulez partager dans le chat, je vous invite à faire ça. Il y a quelqu'un qui mentionne l'acupuncture m'aide beaucoup. OK, très bien. La médication. Okay. On aime bien la méditation. Pour le stress, pour le sommeil, pour gérer La personne dit médication. Oh, médication. Okay. Ouais, des fois, mais je ne sais pas si elle voulait dire méditation. Oui, les médications, oui, des fois, si on ne dort pas, c'est nécessaire de les prendre. On sait que ce n'est pas idéal, alors peut-être il y a des petits changements on peut faire pour éviter de en prendre les médications. Mais oui, bien sûr, il existe les médicaments et si vous trouvez que vraiment vous avez beaucoup de la difficulté avec le sommeil, encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, parlez avec votre équipe de soins pour voir est-ce qu'il y a des solutions pour vous. On a d'autres réponses qui sont rentrées. Me retirer dans ma chambre pour lire un peu. Relaxer et méditer avec une musique douce avant de me coucher. Oui. Une tasse de lait chaud et un livre monotone. Oui. La mélatonine, mais j'ai peur de devenir dépendante, alors je l'utilise lorsque c'est vraiment nécessaire. Oui. OK, très bien. C'est toutes les bonnes stratégies. Merci de partager vos réponses. Alors ici, on a quelques recommandations pour améliorer vos habitudes de sommeil. Alors, il faut respecter votre rythme et vos besoins de sommeil. Maintenez des horaires de lever et de coucher réguliers, aussi bien en semaine qu'en week-end. Je sais que ce n'est pas toujours du fun, mais aller coucher la même heure et réveiller la même heure, même les week-ends. Exposez-vous à la lumière du jour, en particulier le matin. Ça peut aider à réguler votre horloge biologique. Okay? On a parlé de l'importance de l'activité physique. Aussi, pour le sommeil, c'est très important. Il y a une préférence d'arrêter 3 heures à 4 heures avant l'heure de coucher. Modérer la consommation d'excitantes, alors pas de café, thé, coca. Il suggère rien après 14 heures.
le soir afin de prévenir les fringales nocturnes. Ne sautez pas le dîner, mais évitez les plats trop gras et difficiles à digérer aussi. Et développez une routine de sommeil relaxant. Alors, prenez un bain, ou écoutez de la musique, comme vous avez dit, lisez toutes ces activités-là, la méditation, privilégiez les activités calmes le soir. Votre chambre à coucher doit être propice au sommeil. Alors, l'obscurité, le silence, une température entre 18 et 20 degrés. Très important de déconnecter-vous 1 heure avant de vous coucher, même 2 heures si vous êtes capable. Alors, éteindre les smartphones, tablettes, les ordis, laisser les écrans éteints jusqu'au lendemain matin. Et garder un temps limité au lit pour maintenir l'association lit-sommeil. Alors, réservez votre chambre pour dormir seulement. Alors, allez au lit seulement pour dormir ou avoir des activités sexuelles. Évitez de manger, de lire ou de regarder la télévision dans le lit. Alors, si vous ne dormez pas, sortir du lit. Okay. Ce n'est pas mentionné ici, mais une autre chose qui est recommandée, et si vous avez des animaux, je sais que c'est agréable de dormir avec notre chien ou notre chat, mais si vous avez un trouble de sommeil, ils peuvent perturber le sommeil. Alors, ce n'est pas recommandé de dormir avec les animaux. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque le sommeil ne vient pas? Alors, levez-vous et allez dans une autre pièce. Reprenez votre routine de coucher pour vous aider à relaxer. Et après ça, retournez au lit lorsque vous sentez venir le sommeil. Si vous ne réussissez toujours pas à vous endormir, levez-vous et reprenez les étapes 2 à 4 encore une fois. Alors, le lit vraiment pour le sommeil et peut-être les petits trucs comme ça pour améliorer les habitudes de sommeil peuvent vous aider. Alors ici, il y a un autre lien encore une fois pour des autres trucs et plus d'informations. Alors, vous pouvez regarder ça au besoin. Et les siestes, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui prennent des siestes. Les siestes sont bons, mais pas pour beaucoup de temps. Alors, pas plus de 20 minutes. Des fois, c'est vraiment difficile de prendre une sieste qui est 20 minutes au moins, mais la recherche, la littérature dit que 20 minutes au moins, c'est vraiment bon, c'est un boost d'énergie, c'est plus efficace que la caféine même, mais ça doit devrait être facile à réveiller. Alors, vraiment, pas plus que 20-30 minutes maximum. Une autre chose pour considérer votre fatigue est l'alimentation. Alors, la nourriture est une source d'énergie, tout comme l'essence sert de carburant à votre automobile. La nourriture est là pour vous donner l'énergie. Alors, mangez 3 repas, 2 à 3 collations par jour. Si vous êtes capable, des fois avec les traitements, vous avez un manque d'appétit, une perte d'appétit, aussi avec la nausée, c'est difficile. Alors, si c'est le cas pour vous, essayez de manger les repas plus petits plusieurs fois pendant la journée et priorité les protéines à chaque repas et collation. Alors, commence par les protéines. Prenez les sucres complexes, alors les sucres qui sont lentement absorbés par le corps, les légumes, les fruits, les produits céréaliers à grains entiers. Restez bien hydraté et si vous avez des problèmes avec votre alimentation ou vous avez des inquiétudes, parlez à votre médecin, votre équipe de soins. Peut-être vous avez besoin d'une référence en nutrition pour un suivi. Encore, il y a une belle référence à Savoureux Santé. C'est spécifiquement pour la population oncologie et ça donne des recettes et d'informations sur l'alimentation. Nous sommes arrivés à la fin du webinaire. Il y a beaucoup d'informations qui étaient présentées et nous pourrions être fatigués en ce moment. Alors, je vous remercie tous pour votre temps et votre attention. Je voulais juste dire quelques mots avant de terminer et de l'ouvrir aux questions. Alors, gérer
votre énergie en tant que personne atteinte de cancer, c'est aussi un travail sur l'acceptation de soi. Alors, beaucoup de mes patientes ont vraiment du mal avec ça. Elles utilisent les stratégies discutées, mais parfois, elles se sentent encore coincées. Souvent, c'est parce qu'elles ne sont pas réalistes avec leurs objectifs. Il peut être frustrant. Peut-être elles ont pensé que la récupération peut aller plus vite que en réalité, c'est un peu plus lente. Elles voudront peut-être retourner complètement à leur activité précédente. Parfois, c'est possible, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, il faut donc essayer juste de le prendre un jour à la fois. Essayez de ne pas comparer votre énergie à celle de votre entourage, à d'autres personnes atteintes de cancer ou à vous-même avant le diagnostic et le traitement. Le but est d'utiliser ces stratégies discutées pour réduire au maximum la fatigue, pour améliorer la façon dont vous faites vos activités et donc vous y participez dans la vie quotidienne. Souvent, cela nécessite un ajustement dans la manière dont vous faites les activités et de vous y adapter en fonction de votre capacité actuelle. Mais juste soyez douce et gentille avec vous-même parce que c'est pas quelque chose de facile à vivre, mais bien sûr, il y a des façons à mieux gérer l'énergie. Alors, j'ai mis les références ici si vous voulez les consulter. Sont tous en anglais, mais quelques articles peuvent être retrouvés en français aussi. Et si vous avez des questions ou des commentaires, on peut avoir quelques minutes pour les questions. Absolument. En fait, un peu plus tôt dans la présentation, quelqu'un a mentionné la mélatonine et son inquiétude, à savoir si une dépendance pouvait être créée. Alors, au cas que tout le monde ne saurait pas c'est quoi la mélatonine, est-ce que tu voudrais en parler un peu? Oui, alors c'est un médicament que vous pouvez prendre pour bien aider le sommeil. Je ne vais pas en trop parce que c'est un peu, ça passe de mon rôle comme ergothérapeute, mais je vous encourage de le parler à votre médecin si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Des fois, nos amis, la famille parlent de la mélatonine aussi, mais si vous avez des inquiétudes, c'est sûr de parler avec votre médecin. Merci. Sinon, un peu dans la même lignée d'idées, qu'est-ce qu'on pense des produits naturels pour booster notre énergie? Par exemple, la vitamine B semble revenir souvent dans les conversations. Est-ce que tu as un avis sur ça en tant qu'ergothérapeute? Oui, j'ai plusieurs patientes qui consultent des naturopathes pour des options plus naturelles. C'est une option qui existe. Si vous êtes sur des traitements, même un traitement de maintenance, vraiment parler avec votre médecin. Des fois, les patients ne veulent pas discuter avec le médecin les options naturelles non plus, mais il y a beaucoup de médecins qui sont ouvertes et c'est important, soit votre médecin ou votre pharmacien, juste pour assurer qu'il n'y a pas des contre-indications pour certaines vitamines ou médicaments plus naturels. Mais si c'est sécuritaire, si votre médecin a dit c'est correct, la pharmacienne dit c'est correct, et si vous trouvez qu'il y a une amélioration, pourquoi pas? Alors, Merci.
Les autres commentaires, en fait, c'est pour te remercier de ta présentation qui était très informative, simple à comprendre, très intéressant. La présentation était concise et claire. Donc, les gens ont vraiment apprécié les stratégies que tu nous as présentées. On a une personne qui nous parle de manger des graines de chia, lin et chanvre dans son yogourt. L'aide beaucoup. Donc, encore là, on voit que l'alimentation joue un rôle important là-dedans. Alors, je pense que c'est tout pour les questions. Ça tombe bien, il est 20 heures. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir été présents avec nous ce soir. Merci beaucoup à Annie d'avoir passé cette heure avec nous, de nous avoir donné des très bonnes stratégies que je suis certaine on va pouvoir mettre en place, peu importe notre parcours et tout. La présentation est enregistrée, donc elle sera disponible dès demain sur YouTube et sur notre site Internet. Et bien sûr, je vais m'occuper, pour celles qui sont intéressées, de vous envoyer le questionnaire. Donc, on va vous rendre ça disponible. Aussi, vous voyez sur l'écran, Annie, elle a mis ses coordonnées. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez lui envoyer. Sinon, vous pouvez aussi passer par moi et je vais transférer toutes vos questions à Annie. Donc, voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve le mois prochain pour un autre sujet comme celui-ci. Donc, merci et bonne nuit. Merci à tous les participants ce soir. Prenez soin de vous.